cher Didier, très sincèrement, cette séquence-là, réchauffement climatique, là, ça fait quelques temps qu'on l'a pas vu, hein. Ça fait quelques mois qu'on n'en a pas parlé. Bah, mais là, c'est bon. Mais là, c'est bon, là. Là, on va tous mourir. Non, mais quand tu présentais, je pensais à cette chanson, c'était Le Normand. Il n'y a plus de printemps, il n'y a plus que du vent, il souffle même plus comme avant. Il n'y a plus que des gens qui font semblant. Bon, on est en plein dedans, en fait. Et c'est vrai que... Alors, c'est quand même intéressant à observer, parce qu'il y a des marottes comme ça, hein. Donc, il y a l'Europe, hein, l'Ukraine qui se bat pour notre liberté. Hein. Ah bah oui. Ça, c'est le truc qu'il faut... Si tu veux faire bien dans une soirée ou passer à la télé, tu dis ça. L'Ukraine, c'est le dernier rempart contre l'extrémisme. Et ils se défendent. Ils meurent pour notre liberté, ces gens. Il y a... Quand vous niez le réchauffement climatique. Moi, j'étais un jour chez Schneiderman, il m'a dit « Vous n'allez quand même pas nier le réchauffement climatique !» Je dis « Non, ça va, tout va bien. C'est calme, tout va bien, je ne nie rien. » C'est un crime. Ben oui, c'est un crime, et on parle d'écocide. Hein. J'ai ma meilleure amie qui est psychanalyste et qui reçoit, en psychanalyse, des gens qui ont des angoisses existentielles, des angoisses qui ont mal à la terre, et qui suffoquent, ils n'arrivent plus à respirer, donc ils font des psychanalyses. Bon, ça lui permet de gagner sa vie aussi, au passage. Et non, mais tout ça pour dire que, bien sûr qu'il y a des phénomènes climatiques, et on peut les observer, on en parlera dans le détail. La Terre n'est pas un long fleuve tranquille, hein, comme disait un cinéaste. Mais en fait, il y a eu des périodes où il a fait ça. Moi, je ne suis pas du tout un climato-sceptique, hein, je reconnais, comme tout le monde, que la planète se réchauffe. Ça n'a aucun sens d'être climato-sceptique. Mais je pense que l'enjeu aussi, c'est de comprendre aujourd'hui pourquoi elle se réchauffe aussi vite. Et après, je mettrai des bémols. Parce que quelle est la part de l'activité humaine? Et là, c'est des dièses qu'il faut mettre. Et elle se réchauffe plus vite, mais par rapport à quoi? Il y a 100 ans qu'on mesure la température. Je rappelle que dans des périodes, où, il y a très longtemps, la Terre était un volcan. Ensuite, au moment des dinosaures, elle était à 5 ou 8 degrés supplémentaires. Il y avait des forêts en Arctique, pas de neige, pas de pôle, bon, etc. Et la Terre a survécu, a très bien survécu. Donc, voilà pour l'introduction. Et pour dire aussi que un jour, je m'étais amusé. On l'a pas fait, je n'ai pas allé au bout, mais j'avais dit à Sud Radio, on va suivre Anne Hidalgo pour mesurer son empreinte carbone. On va rien dire pendant une semaine, on va faire des commandos, et puis on va dire, elle a pris le taxi, le bagnole, le machin, un avion et tout. Et après, bon, par extension, on l'a pas fait, mais je l'ai calculé par extension, je fais des recoupements, etc. J'ai pris la consommation de carbone d'un Français moyen et je l'ai mesuré aux 1000 élus les plus importants de France. Le taux carbone, l'empreinte carbone d'un élu moyen est 10 fois supérieur à celui du Français moyen. Quand il y a la guerre en ce moment en Ukraine, en Iran, au Liban, quand on voit le nombre de bombes qui ont été balancées, quand on voit les volcans, etc., mais c'est pas parce que papy va pas prendre sa Clio critère 4, critère 3, que ça va arranger les choses. Qu'il faille faire des efforts, ne pas se comporter comme des goujats, parce que une planète, on en a qu'une, etc. On connaît tous le truc, très bien. Mais de là à emmerder les gens matin, midi et soir, et attention, nous, on vivait dans des trucs. Moi, tu vas passer un sujet sur 76. J'avais 10 ans en 76, je faisais du vélo, personne n'avait de clim. Il faisait chaud, oui, l'été il fait chaud, hein. L'hiver il fait froid, voilà, bon, c'est comme ça. Ça se réchauffe. Enfin, non plus, c'est pas. J'observe aussi que le GIEC, ça serait intéressant. Je ne sais pas comment il faut l'analyser, a revu sa modélisation, parce que son modèle était trop pessimiste, ce qui a entraîné d'ailleurs des missions en chaîne, hein, assez importantes. Est-ce que c'est de l'honnêteté scientifique et que les mecs se disent, bon, on est allé un peu loin, c'est pas concluant, et on revoit notre modèle vers quelque chose de plus prudentiel, de moins catastrophiste, etc. Ou est-ce que c'est vraiment, ils disent, bon, on a fait peur, mission accomplie, maintenant on baisse un peu la garde. Je n'ai pas la réponse à ces questions. Mais voilà, il me semble un peu les enjeux, parce que présenter ça sous l'angle, c'est comme les anti-vax, ça ne veut rien dire un anti-vax. On a tous été vaccinés pour tout. Le dernier
vaccin sur le Covid, pour plein de raisons, on a eu un doute, ça ne fait pas de nous des anti-vax, ça ne fait pas de nous des abrutis, des anti-sciences. Merci à toi, cher Didier. Dites-moi, Michel, vous êtes sociologue, vous voyez autour de vous peut-être des changements de paradigme auprès des gens, des changements de comportement, parce que ils voient des rayons de soleil, ils entendent les médias leur dire attention, contre Poutine, vous devez vous doucher avec de l'eau froide, etc. Non. Alors, honnêtement, je pense que l'effet de ces messages est totalement nul. Donc vous avez une nouvelle génération qui y croit, hein. Oui, bien sûr, oui, mais qui y croit et qui n'a peut-être pas tort d'y croire. Alors d'abord, je pense que le problème est mal posé à partir d'un mot que je croyais avoir disparu des approches classiques. C'est vrai qu'on a longtemps parlé de réchauffement climatique avant de se raviser et de dire dérèglement climatique ou changement climatique. Moi, je pense que le terme le plus approprié, c'est changement climatique. Voilà. Bon, une fois, parce que je signale quand même que le mois de mai, là on parle de l'épisode caniculaire, mais souvenez-vous des 15 premiers jours, on avait l'épisode hivernal. Hein. Moi j'ai connu effectivement des journées qui étaient beaucoup plus froides que les journées... Il faisait 3 degrés il y a une semaine oui, voilà. En Normandie, en région parisienne. Bon, alors... 3 degrés. 3 degrés le matin. Voilà. Bon, donc je pense que, je crois que c'est ce que disait aussi Didier, bon, il y a un changement climatique. Bon, est-ce que c'est nouveau ? Non. Il y a eu des changements, effectivement, au cours de l'histoire, mais des changements qui se produisaient quand même sur des millénaires. Voilà. Sur des millénaires. Or, à quoi on assiste aujourd'hui, c'est quand même, depuis 150 ans, à une accélération des changements. C'est-à-dire, les températures se sont élevées, mais elles se sont élevées beaucoup depuis, en fait, les années 1950. 10 à 15 degrés, 10 à 15 degrés supplémentaires. Voilà. Donc, il y a une accélération de changements qui ont déjà eu lieu. Voilà. Ça, toutes les études un peu sérieuses le montrent. Alors, je pense que là où on devrait se pencher davantage, c'est sur qu'est-ce que l'on fait. Qu'est-ce que l'on fait à partir des dégâts quand même qui sont causés? Donc à la limite, quelle est la part de responsabilité humaine? Là, on peut s'étriper pour dire à peu près comme le GIEC, bon, c'est 100%, d'autres c'est un peu moins. Il y a une part. C'est vrai que la révolution industrielle, toutes les révolutions industrielles, bon, dès qu'on met effectivement. Oui, mais là, c'est pas participer à la médiatisation en faisant peur, parce que c'est ça le truc en fait. Non, en mais fait, encore une fois... qui est un réchauffement? Ok. Mais là, on est en train d'expliquer aux gens qu'ils vont mourir du fait de ce réchauffement. Oui, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais je pense que la stratégie médiatique, là, c'est la stratégie classique de l'émotion. Donc, on veut créer de l'émotion. Il y a tout un débat autour. Pourquoi est-ce qu'on met une carte en rouge quand on a les températures les plus élevées? Oui, mais pour les feux tricolores, pourquoi est-ce qu'on met un feu rouge pour s'arrêter? Parce que le danger, il est au rouge, il n'est pas au vert. Voilà, donc on ne s'arrête pas au vert, on s'arrête au rouge. Voilà, donc je pense qu'il faut remettre un petit peu d'ordre dans la pensée sur ce sujet qui est une pensée... Qu'est-ce que tu en penses, Christian? J'ai mis un sociologue et un psychosociologue. Enfin, moi, je ne sais pas si c'est pareil. Bon, voilà. C'est pas très loin. Voilà, qu'est-ce que tu en penses de ce qui se dit? Il y a un côté grande crise paranoïaque dans les discours. Là. 40 scientifiques du GIEC ont démissionné il y a 15 jours, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est par honnêteté scientifique? Est-ce que ça relève encore d'une énième manipulation? On en a parlé déjà X fois. Moi, je fais partie de ces gens qui pensent que les peuples de la Terre sont face à une tentative de génocide. Et que cette tentative de génocide, elle passe par tous les canaux possibles. Parce qu'on parle du climat, mais c'est bizarre parce que depuis une semaine, on n'a pas un seul chemtrails. J'étais en Normandie, là, depuis 5 jours, en bord de la mer. J'ai pas vu un chemtrail. Un épandage. J'ai pas vu d'épandage. D'épandage sur les moustiques que nous sommes, d'insecticides, histoire de dire que plus il y en a de malades, plus il y aura de volontaires pour les vaccins poison, les injections de poison. Bon,
Je crois que les écologistes actuels ont fait beaucoup de mal à l'écologie, mais véritablement, pour des raisons complexes, qui seraient complexes à analyser profondément. Il faudrait que je les écoute un peu plus attentivement que je ne le fais. Ils m'agacent tellement, enfin, je veux dire... Les discours qui mélangent un pseudo-féminisme à propos des barbecues, c'est pas bien que les femmes les femmes n'aient pas le droit de faire les barbecues. C'est quoi tout ça? C'est Enfin, je veux dire, on est à bac-15 avec un certain nombre de discours écologiques. C'est du bac-15, c'est la maternelle. C'est un déficit neurocognitif qui est redoutable. Où sont les cerveaux dans ce pays? Waouh! Enfin si, il y en a ici autour de la table, merci Mag de les réunir, mais on est face à une situation de déficit intellectuel redoutable quelque part, redoutable, et de tellement énorme manipulation de la population. Waouh! Quoi, c'est une manipulation? Oui. Voilà, j'ai pas de. Là, je ne peux pas dire oh, oui, mais bon, ça se base. Oui, c'est une manipulation. C'est une manipulation qui est basée, qui a pris naissance, on va dire, il y a environ une cinquantaine d'années maintenant, avec notamment le sommet de Rio en 1972, qui a commencé donc. Qui est organisé à l'initiative des Nations Unies, qui est à l'origine aussi de la création du GIEC. Donc, GIEC, qui est une création, un prolongement des Nations Unies, qui est fait de personnes qui ne sont pas des experts en climatologie, même pas géographes. Il faut faire attention, parce que la climatologie, c'est vraiment une science à part. C'est quelque chose qui demande une expertise. C'est-à-dire ? La climatologie est une branche effectivement de la géographie, mais la climatologie travaille à la fois sur l'histoire, déjà elle travaille sur la durée, elle travaille avec des notions d'astrophysique, elle travaille avec des notions de biochimie, de biologie, donc on ne s'improvise pas climatologue parce qu'on trouve que aujourd'hui il fait chaud. Puis demain, peut-être qu'on aura une petite laine et tout. Donc, voilà. Ça a commencé effectivement à Rio avec un discours qui était très clair de la part d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Strong et qui est... vous connaissez... Tiens, dis-nous qui est Monsieur Strong, parce que ça, c'est important. Que les gens sachent qui est Monsieur Strong. Il est le père de beaucoup de choses. Il est le père de beaucoup de choses. Alors, c'est quelqu'un qui a un parcours assez intéressant. Il est né au Canada. Il a arrêté l'école à 14 ans, mais il s'est retrouvé très vite, en fait, à la tête de plusieurs instances, notamment gouvernementales, au Canada et internationales. Et il est l'un des initiateurs. Alors, il a d'abord travaillé dans le pétrole, donc ce monsieur, donc dans les énergies... renouvelables, avant de faire une amende honorable en trouvant que d'un coup il fallait préserver notre chère planète, et il est donc fort d'une certaine puissance. Il a commencé à instauré au sein du gouvernement canadien et puis ensuite avec les États-Unis, on reste dans l'Amérique du Nord, un espèce de forum international sur l'environnement qui s'est consacré à Rio en 1972. Et lorsque M. Strong fait son discours, c'est très clair son discours. Il dit, alors c'est en substance, j'ai dans mes notes de téléphone retranscrit une partie du discours, mais il dit qu'il faut en finir maintenant avec les souverainetés nationales, c'est texto. Qu'il faut, en gros, une forme de gouvernance mondiale, il ne le dit pas comme ça, mais qu'avec ce climat qui arrive, il faut que l'humanité tout entière se coalise, il faut cesser, en fait, on ne peut plus souverainement décider en fait de notre mode de vie et de notre mode de consommation. Il faut donc une concertation internationale, voire mondiale, donc au-delà des nations, pour endiguer ce scénario catastrophique qui ensuite a été repris par le GIEC, qui est une immense gabegie. Le GIEC fait preuve d'une forme d'imposture. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas forcément des experts qui sont à la tête du GIEC. Et à la limite, c'est pas très grave, du moment qu'ils fassent appel à des experts. Sauf que la technique du GIEC, c'est de faire des sortes d'appels d'offres, en fait, pour des comptes rendus scientifiques, notamment sur le climat, c'est ce qui a été fait, et de retenir,
Alors, il y a 1000 projets qui arrivent. Ils ont demandé à faire une projection plus exactement, du réchauffement climatique à l'aube de 2100. 1100, pardon, pas de 2100, 2100. Et ils ont retenu, en fait, les scénarios les plus catastrophiques et ils ont retiré d'emblée ce qu'on appelle maintenant les climato-réalistes. On ne parle plus trop de climato-sceptiques, on parle des climato-réalistes, c'est-à-dire des gens qui veulent remettre, on va dire, un petit peu de raison dans tout ça, ne pas nier l'existence, effectivement, de changements climatiques qui font partie de l'histoire du monde, à des macro-échelles et des micro-échelles aussi. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, je ne veux pas monopoliser la parole. Mais ils ont retenu tout simplement les scénarios qui leur semblaient les plus catastrophiques. Voilà. Et ils le médiatisent, ils en communiquent. Et ils le médiatisent, voilà, il y a la communication. Et on va vous montrer une communication de 76. Rappelez-vous la canicule de 76. D'ailleurs, on a créé un impôt sécheresse. Et la communication de cette année. Regardez ça. Demain, les températures resteront comprises entre 33 et 36 degrés un peu partout dans le pays. Et même si l'on attend des nuages orageux ici et là, rien de définitif ne peut être avancé. Vous avez vu le différentiel ? 76, 2026. Déjà, quand tu vois cette France verte et cette France en flammes. Mais déjà, par rapport à ce que dit Marie, c'est très important, le micro et le macro. C'est-à-dire que au début du XXe siècle, entre les deux guerres, mettons, et je pensais à Belle du Seigneur, avec tous les chapitres intermédiaires sur la société des nations. Cette espèce d'hystérie collective, complètement inefficace d'ailleurs, où les gens disent le nationalisme, c'est la guerre. Il faut des systèmes globaux d'organisation de la société au niveau mondial, parce que les nationaux, c'est n'importe quoi. Les phénomènes sont globaux et le climat fait typiquement partie. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à développer ces discours anxiogènes. On le voit, c'est très intéressant de voir en termes de sémiologie, de couleurs, de côté anxiogène, tout ce qu'on peut dire rouge, en 76, etc. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, ça se voit à l'œil nu, même quand on n'est pas spécialiste. Et d'ailleurs, le commentaire, il est ni catastrophiste, ni il ne minimise pas les choses. Il est réaliste. Tu dis bon, voilà, il va y avoir des orages. On peut pas conclure. Aujourd'hui, on essaie de rationaliser, soi-disant, un peu plus les choses en disant l'indice de confiance. Alors, il y a en général une jolie jeune femme, bien sous tout rapport, qui dit l'indice de confiance est de 3. Et quand il y a une catastrophe, on fait venir, on fait venir la speakerine qui nous dit oui, il y a des masses d'air chaud. Mais regarde, en 76, on nous montre, on va remontrer la carte. Regardez, la carte de 76 et la carte de 2026. On sent qu'il y a une volonté de communiquer dans la terreur. C'est ça aussi qui change. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Michel, il ne va pas être d'accord. Non. Pourquoi ? Non, alors d'abord, on remonte la carte. J'ai bien vécu cet épisode. Alors je rappelle au passage quand même qu'il y avait eu un épisode aussi extrêmement important en 1947. Les très fortes chaleurs. Donc on est passé de 1947 à 1976 sans qu'il se passe rien de particulier. Donc là, ça a été le choc. Parce qu'effectivement, des températures de ce niveau-là, on n'était pas habitué. Voilà. Donc il y a eu un effet de surprise, un effet de sidération, un effet de peur. Moi, j'emploie pas le terme anxiogène parce que bon, alors surtout en 76, il s'agissait pas de faire peur, il s'agissait. Mais il s'agit de faire peur aujourd'hui. Non, mais justement. Mais même aujourd'hui, encore une fois, le système médiatique, il est bâti sur le principe de l'émotion. Voilà. Donc il faut tirer effectivement des émotions par-ci par-là. Mais derrière, il y a des conséquences sur l'esprit des gens. Non, parce que l'esprit des gens, il est ailleurs. Je pense qu'encore une fois, là, pour le coup, les médias se trompent de cible. Voilà. C'est pas vers les citoyens qu'il faut se retourner, c'est vers les États. Voilà, les organisations internationales. Voilà, c'est elles qui sont coupables. Voilà, par leur inaction, leur ineffectivité depuis des lustres et des lustres. Mais encore une fois, là, je voyais, oui, mais c'est quelque chose pour arriver à la privation des libertés des citoyens. Mais quel est le rapport entre... Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Ah ben non, absolument Pourquoi ? pas.
Mais là, on fait une comparaison entre l'épisode du Covid-19, où là, effectivement, on peut développer tout un argumentaire. Bon, on le suit pas, mais là, ça n'a strictement rien à voir. Ouais, Il faudra m'expliquer. Bah, qu'est-ce que ça veut dire que les libertés? Ouais. On va interdire aux gens de prendre des douches, on va interdire aux gens Non, il suffit de faire une immersion dans une mairie écologiste pour comprendre très vite. Dis-nous comment ça se passe. Ça se passe déjà, on fouille les poubelles pour savoir si vous avez bien fait votre tri. On vous met des compteurs un peu partout. On regarde votre consommation. Tout est calculé et ça commence comme ça. Et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. C'est-à-dire que toute votre mode de vie est scruté à l'aune de la religion écologiste. Donc il suffit simplement de faire une immersion dans une mairie écolo, dans une municipalité, écolo pendant quelques mois pour comprendre que oui, il y a une dérive. Allez-y. Je peux te donner un contre-exemple d'un élu écologiste de la mairie de Paris qui a été interrogé sur la question de la climatisation. Voilà. Bon, parce que la position écologique traditionnelle, c'est quand même de dire non, la climatisation, ça va effectivement entraîner des augmentations. Bon, il a dit, mais non, il y a quand même des endroits où il faut climatiser, les EHPAD, etc. Donc il faut une climatisation partielle. Ce matin, j'étais avec Nicolas qui me parlait de la Bulgarie. Il me dit, en Bulgarie, tous les immeubles sont climatisés. Voilà. Donc on a 50 ans de retard. Donc, encore une fois, moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est qu'on étudie les causes avant d'exposer les faits. Il faut d'abord exposer rigoureusement les faits. Voilà. Et ce qu'il faut peut-être dire plus grave, à mon avis, c'est la biodiversité qui s'appauvrit. Voilà. La fonte des glaces qui fait que, il y a les espèces arctiques. Je suis d'accord avec toi. La déforestation en Amazonie. Voilà. Non, mais la question, c'est de savoir les animaux viennent manger maintenant dans les poubelles des villes. La question, c'est de savoir comment... C'est pas nouveau, ça. Oui. Si, comment on veut vivre. Est-ce qu'on veut vivre dans une économie mondialisée, c'est-à-dire avec une agriculture, une agro-industrie hyper productive, des fermes-usines qui font des kilomètres, des batteries de poulets avec le roi du poulet ukrainien qui nous déverse tous ces poulets qui vivent dans un mal-être, c'est un grand mot, animal incroyable, qu'on mange, qui sont bourrés d'hormones et de produits, etc. Quand on voit que une vache fait le tour du monde, on le voit maintenant, en plus avec le Mercosur, ça va être encore pire pour finir dans notre assiette. Est-ce qu'on est prêt à vivre autrement? C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à manger des fraises quand il y a des fraises, moins de viande, etc. etc. C'est la seule question. Si on est prêt à faire ça, et à mon avis, pour être prêt à faire ça, il faut être dans un cadre national, parce que si on est dans un cadre mondial, européen ou mondial, on voit tout de suite que sous l'effet de la concurrence des traités, on va être contraint de faire comme les autres. C'était dimanche chez un ami dans le Perche. Il a une petite baraque issue de ses arrière-grands-parents, une bicoque de rien du tout, au milieu des champs. Et au milieu des champs, il y a un moment, c'était dimanche, le type travaille tout le temps, il y a le tracteur qui arrive, il passe pas trop loin de chez nous, ils se sont déjà un peu engueulés, ils se connaissent et tout. Il dit, mais le mec lui a dit, tu sais, quand je mets des pesticides, c'est à côté de Préau du Perche. Quand je mets des pesticides, je te conseille de rentrer chez toi. Parce que c'est vraiment dangereux. C'est vraiment pas bon. Et le mec, il dit, mais pourquoi, mon pote lui dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, si je fais pas ça, je meurs. Parce qu'on est dans un système, je suis un système productiviste, parce que je suis obligé d'acheter mes graines, je suis obligé d'avoir tel rendement à l'hectare, etc. Est-ce qu'on est prêt à ça? Les citoyens, c'est pour ça que c'est pas la bonne cible. Je suis sûr qu'ils y sont prêts. Ils préféreraient manger des pommes où il n'y a pas 53 ou 83 pesticides. Même sur les produits bio, il y en a un peu moins, mais il y en a énormément aussi. Mais pour cela, il faut un cadre institutionnel qui nous permette de produire plus petit, small is beautiful. Tu voulais rebondir, Christian? Beaucoup de choses se disent. Moi, j'y crois pas au réchauffement climatique. Enfin, j'ai beaucoup de mal. Je lis beaucoup de choses. J'ai lu beaucoup de choses sur le dossier depuis Allègre et quantité d'autres. Pourquoi tu crois pas? J'ai l'impression que quelque part, il y a une arnaque entre la cause et les faits, entre le carbone et la chaleur. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est pas le CO2 qui produit plus de chaleur. C'est l'inverse.
Et depuis, des milliers d'années, enfin des siècles en tout cas, et des siècles. Autant qu'on arrive à le savoir avec les carottes de glace dans les zones où c'est approprié. Moi, ce que j'ai lu de la part d'un certain nombre de scientifiques qui me semblent un peu sérieux, c'est pas le CO2 qui provoque le réchauffement. Donc il faudrait peut-être arrêter sur les délires à propos de moins prendre de douche et moins produire de CO2 et puis surtout acheter des voitures électriques. Moi, mon point de vue un peu brutal, je réfléchissais à ça en parlant ce matin, c'est qu'on est dans un système qui est devenu profondément cancéreux. Le cancer de base, ici en particulier, c'est un cancer de la testicule, des testicules, et qui est remonté jusqu'au cerveau. Avec des métastases partout, à un point tel que tu as un Conseil constitutionnel qui est censé être relativement indépendant, si ce n'est strictement indépendant du pouvoir exécutif, qui décide de mettre à la poubelle la loi qui supprime les zones à faible émission pour remettre cette histoire en vigueur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est une séparation des gueux et des élites. Les gueux n'auront pas les moyens d'acheter des voitures électriques, qui par ailleurs polluent. Excuse-moi, je suis vulgaire, mais c'est de la merde. J'en ai encore vu une brûlée sur l'autoroute il y a 48 heures, et c'était évidemment un feu de batterie. Bon, c'est dangereux en plus. C'est dangereux. Et puis je découvre, en lisant des choses ce matin, que on va savoir avec ton compteur Linky, on va savoir combien tu consommes pour recharger ta voiture. Et on va te taxer l'électricité de ta voiture à la place de taxer le pétrole, parce qu'évidemment, ils se sont aperçus que si on vendait moins de pétrole, on allait vendre certainement plus d'électricité, donc il fallait taxer l'électricité, parce que le pétrole, ça rapporte énormément d'argent. Bon, on est dans du foutage de gueule sur du foutage de gueule sur du foutage de gueule non-stop, avec des buts cachés derrière quelque part. C'est effectivement de faire peur. Pardonnez-moi Michel, mais moi je crois que c'est la même chose que le Covid. C'est le même scénario. C'est exactement le même scénario. Nous sommes dans des scénarios de mensonges à répétition, les uns derrière les autres, pour enfoncer le clou de « ayez peur, faites-vous injecter ». Et arrêtez vos... Réponse de Michel. Non, là, je continue d'être en désaccord total. Pas de problème, allez-y. Voilà. Alors, pas de souci. Moi, je pose la question. Allez expliquer tout ce qu'on raconte à ces personnes du Nord-Pas-de-Calais qui subissent inondation sur inondation, voilà, et qui n'ont pas peur puisqu'ils sont dans une inertie totale. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là où ils devraient se révolter, peut-être pour dire à leurs élus, mais que se passe-t-il ? Ah ben non. On va construire une rangée. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les élus ? Non, mais encore une fois, beaucoup de choses. Non, voilà. Si les citoyens avaient peur, ils n'auraient pas ce réflexe. On l'a souvent dit ici, amorphe. Voilà, amorphe. Ils encaissent le carburant à 3 € le litre. On ira quand même utiliser la voiture. On ira quand même. Voilà. Donc encore une fois. Je pense qu'il y a des problèmes, mais je crois qu'on mélange un peu tout là. Il y a des aspects où effectivement on est dans une emprise dictatoriale, effectivement, tous les contrôles que tu as indiqués. Mais pour le reste, je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. Marie, et après on passera à la seconde partie, puis je te donnerai la parole. Vas-y. Oui. Tu voudrais répondre ? Oui. Oui. Il y a une peur, si, mais qui est inconsciente, parce qu'effectivement, ça crée des réflexes. On a l'impression qu'il faut sauver la planète. On est tous des sauveurs de planète. Et on le demande surtout aux pays d'Occident, qui, paradoxalement, sont ceux qui polluent le moins. Donc c'est quand même assez intéressant de voir, par exemple, que la France, prenons la France, qui met en place la taxe carbone, la taxe machin, la taxe truc, les conseils aussi du gouvernement ou du ministre de la Santé qui nous demandent de nous hydrater quand il fait chaud, parce que bon, c'est vrai qu'on n'aurait pas pensé tout seul qu'il fallait boire, on ne sait pas. Ces pays qui réduisent leurs émissions de CO2 sont les pays qui, en réalité, polluent le moins, qui représentent à peu près, on va dire, 0,8%
du CO2, des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Donc il y a quand même une question à se poser. Si vraiment il y a un danger, quand on organise des COP ou des GIEC, pourquoi on ne le fait pas en visioconférence ? Pourquoi on est obligé d'affréter des avions pour que 195 pays dans le monde se retrouvent dans un endroit bien précis pour discuter du climat ? Parce que Jean-Paul, il prend son diesel et que c'est très mal. Moi, je me pose des questions en tant que citoyenne lambda. Et si on regarde, je suis d'accord avec vous, si on regarde un petit peu les études scientifiques, on s'aperçoit que c'est quand même assez intéressant de comparer les émissions de CO2, l'augmentation des émissions de CO2 et l'augmentation du réchauffement de la planète sur 100 ans. Et on s'aperçoit qu'il n'y a souvent pas de corrélation. C'est-à-dire que, par exemple, entre les années 40, 45, enfin après-guerre, on va dire on va dire les 30 glorieuses, il y a une stagnation de la température, alors que il y a une montée du CO2. À l'inverse, il y a un CO2 assez faible, enfin je dis CO2, je simplifie, assez faible avant la Grande Guerre. Alors que on constate qu'il y a un réchauffement qui est plus faible. Puisqu'on l'a vu, ça, on a les données sur 100 ans et sur 120 ans, même maintenant. Et en tout, si on fait la moyenne, effectivement, il y a 1% global, en moyenne, hein, sur toute la Terre, il y a 1%, 1 degré de réchauffement.